monde s'est habitué aux provocations de la Corée du Nord. Il y a bien eu quelques incidents depuis la fin de la guerre de Corée en 1953, mais rien qui ne se rapproche de l'apocalypse plusieurs fois promise par la dynastie des Kim à ses ennemis sud-coréens, japonais et américains. La situation a donc été étonnamment stable dans le nord de la péninsule coréenne. Or, des événements récents soulèvent des doutes sur cette stabilité. Le test prétendument réussi d'une bombe à hydrogène début janvier a entraîné de très lourdes sanctions internationales contre Pyongyang et la Chine, son allié le plus proche, les a adoptées. La Russie voisine a à son tour menacé Pyongyang de représailles militaires si ces menaces nucléaires ne cessaient pas. Est-ce donc le début de la fin pour le régime communiste? Je pose la question aujourd'hui à mes deux invités. D'abord en studio, Jean-François Bélanger, qui est doctorant à l'Université McGill et chercheur invité au Cerium. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir. Merci d'être là. Et Benoît Hardy-Chartrand, qu'on rejoint à Waterloo, en Ontario. Il est chercheur sur les questions de sécurité en Asie de l'Est au Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale. Bonjour, Benoît. Bonjour. Merci d'être là. Je commence avec vous, Jean-François. Il y a eu ce test-là, 4e essai nucléaire en Corée du Nord début janvier, et il y a eu une série de menaces, des tirs de missiles et des menaces à l'égard de la Corée du Sud, entre autres. Quel est le calcul stratégique? Quel est le calcul de la Corée du Nord derrière tout ça? C'est une excellente question. J'aurais juste commencé pour dire, vous avez mentionné dans l'introduction un possible test d'hydrogène. Oui. Au point où on en est maintenant, on est convaincu que ce n'est pas ce que c'était. Il y a des gens qui sont un peu divisés, qui vont dire que c'était probablement le début du monde à l'hydrogène parce que c'est à 2 étapes. Mm-hmm. C'était fort probablement une bombe conventionnelle. Bombe nucléaire conventionnelle, ce qu'on connaît. Aux questions stratégiques, en fait, il faut reculer un peu avec Pyongyang. On parle d'un État qui est isolé, on parle d'un État avec le dernier vrai État qui se dit indépendant, donc avec ce qu'on appelle juché comme politique. L'autre juché qui est l'idéologie politique centrale, qui est l'autosuffisance du régime, ne dépendre que de ses propres moyens sur le plan militaire. Tout à fait, l'autarkie la plus complète, oui. ce qui est en fait très difficile. Et puis, ils ont aussi des ennemis dans la région. Donc, le point de vue stratégique ici, c'est vraiment de la dissuasion, mais ce qu'on appelle la dissuasion asymétrique. C'est d'empêcher. Qu'est-ce que c'est, là? La dissuasion, c'est le truc le plus simple au monde, mais le plus difficile à observer. C'est une stratégie où vous empêchez l'adversaire de venir avoir accès à vos intérêts ou d'arrêter ou de vous mettre des bâtons dans les roues, soit au niveau de vos intérêts, au niveau stratégique, et puis au niveau territorial, donc d'avoir une certaine sécurité, par menace, par capacité nucléaire, par exemple. Et le but, le calcul est très simple, c'est d'augmenter les coûts d'un potentiel conflit au niveau de vie perdue, au niveau matériel, pour que les États-Unis, par exemple, ne veulent pas aller de l'avant sur n'importe quelle menace qu'ils vont faire. Donc, c'est paraître le plus fort possible. Tout à fait. Paraître le plus fort possible, mais pas une question de parure non plus, d'être crédible dans l'idée qu'on pourrait, si jamais on menace, comme par exemple les menaces qu'ils font dernièrement d'attaque, d'être crédible dans le fait d'être capable de porter à bien ce type d'attaque-là. De mettre en application. De mettre en application, merci. Et puis, dans ce cas-ci, ça a bien fonctionné. Ils n'ont pas les moyens d'avoir une armée conventionnelle pour être capable de faire ce genre de truc-là. Donc, on voit on voit les tests nucléaires, puis la continuation. Et en même temps, ça leur donne une puissance de négociation incroyable. On le voit, on a un cycle qu'on va fort probablement pouvoir discuter un peu plus en détail, perpétuel de nucléarisation, de sanctions, de négociations. Tout le monde recule, la Corée du Nord gagne un peu, on a une certaine trêve, et puis on recommence, et puis le cycle semble continuer. Et ça, c'est dû à cette dissuasion-là. Donc, quelque chose qui se répète, mais cette fois-ci, on a présenté, Benoît, le fait que la Chine adopte au Conseil de sécurité, avec les 4 autres membres, qu'elle adopte les sanctions les plus lourdes jusqu'à présent contre Pyongyang. On a vu ça comme un signe que la Chine, qui est l'allié le plus proche et de très loin de Pyongyang, est en train justement de lâcher son allié. Est-ce que c'est juste? Bon, il faut faire attention parce qu'avant de parler de la possibilité de la Chine qui laisserait tomber la Corée du Nord, il faut mettre en contexte. C'est vrai que ça fait quand même quelques années déjà que la Chine commence à être un peu exaspérée des provocations qui sont commises par la Corée du Nord. Et elle l'a fait savoir de façon quand même assez claire qu'elle était très exaspérée de la façon dont la Corée du Nord mène sa politique étrangère. Cependant, maintenant, de là à parler
d'un abandon de la Chine face à la Corée du Nord, s'il y a quand même un pas qu'il ne faut pas franchir encore. Parce que la Chine, elle craint de laisser tomber la Corée du Nord parce que ça pourrait mener à une très grande instabilité à ses frontières. Et l'instabilité serait vécue de façon assez négative par la Chine, puisque ça pourrait mener, par exemple, à un flot de réfugiés de la Corée du Nord. Ça pourrait mener, évidemment, vers la fin d'un régime qui serait assez violent, avec peut-être des escarmouches, un conflit avec la Corée du Sud. Alors, c'est quelque chose que la Chine tente d'éviter à tout prix. Alors, c'est évident en ce moment que son calcul stratégique, tranquillement, est en train de changer. On entend de plus en plus parler en Chine de la part de hauts placés du régime, de généraux dans l'armée, de la possibilité d'abandonner la Corée du Nord, mais on n'est pas rendu là encore. On n'est pas rendu, parce que ça serait un pas qui pourrait quand même mener à des conséquences trop négatives, encore une fois pour l'instant, pour Beijing. Bien. Et d'ailleurs, donc, je comprends de ça que la Corée du Nord, Pyongyang, peut encore, a priori, miser sur son allié pour assurer sa survie. Donc, l'annonce de la fin du régime communiste, qu'on commence à entendre ici et là, en Corée du Sud, de la part d'experts, aux États-Unis aussi, c'est donc prématuré, c'est encore exagéré. À mon avis, tout à fait. C'est pas, et je suis pas un expert ici, mais c'est pas d'enlever les chances que le régime peut changer par lui-même à l'interne. Par contre, l'idée de forcer de l'externe un changement de régime est un peu dangereux. Les questions qu'on entend beaucoup dernièrement, c'est est-ce que la chance d'une attaque nucléaire est plausible? Mm-hmm. En fait, à mon avis, la seule plausibilité qu'on pourrait de voir une bombe exploser à ce niveau-là, c'est si le régime est en train de s'écrouler ou s'il y a ce qu'on appelle un changement de régime forcé, là, où ils sentent que leur existence est en fait menacée de façon substantielle. Et puis, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, l'idée des réfugiés, c'est pas juste la Chine qui a peur de ça. On est vraiment dans un moment, c'est un peu triste au sens où il n'y a personne dans le système international en ce moment qui veut voir le régime tomber. Ni la Corée du Sud, ni la Corée du Sud, ni la Russie. Ni le Japon, dû aux instabilités que ça pourrait amener, aux réfugiés, à tout ça, ou penser aux installations nucléaires qu'il y a à l'intérieur de ce régime-là. Ou une réunification précipitée. Des deux Corées. Tout à fait. Donc, ça cause un gros problème. Donc, on est dans une situation où on ne prend pas les meilleurs moyens pour que ça s'améliore, parce que les meilleurs moyens pour que ça s'améliore pourraient amener à une situation qui est déplorable. Ah oui. Donc, on garde cette espèce de statu quo à la flotte là, depuis des années. Qui fait un peu l'affaire de tout le monde. Benoît, vous êtes d'accord? Oui, mais d'abord, pour revenir à l'idée d'un effondrement du régime, je veux préciser que c'est quand même important d'être assez prudent par rapport à des pronostics sur un effondrement du régime. Il faut comprendre que ça fait quand même depuis déjà les années 80 que plusieurs experts, observateurs et des politiciens qui parlent d'un effondrement prochain du régime. Déjà, avec la mort de Kim Il-sung, qui est le fondateur de la Corée du Nord et le grand-père de Kim Jong-un, on parlait d'un effondrement prochain. Même chose au début des années 2000, on parlait d'un effondrement et la Corée du Nord a toujours défié ces pronostics-là. Alors, il faut être extrêmement prudent de ce côté-là. Et ce n'est pas tout aussi. Il faut savoir que plusieurs personnes n'en sont pas conscientes nécessairement, mais que l'économie de la Corée du Nord n'est pas aussi dévastée qu'on pourrait le penser. Depuis quelques années, il y a les marchés se développent de plus en plus, les marchés à la base. Alors, la population, et surtout à Pyongyang, que j'ai eu la chance de visiter à quelques reprises, on voit que ça se développe. C'est évidemment, on ne parle pas ici de Séoul, de Pékin, ce n'est pas du tout la même chose, mais l'économie de la Corée du Nord est moins endommagée qu'on pourrait le penser à l'heure actuelle. Et donc, parler d'un effondrement prochain, il faut quand même demeurer assez prudent, à mon avis. Il y a la question de la ligne rouge. Quelle serait la ligne rouge à ne pas franchir pour Pyongyang? Et est-ce qu'il y a un consensus à Pyongyang, mais aussi à Pékin, à Washington, dans les autres grandes capitales, sur ce qu'est cette ligne rouge? Est-ce que tout le monde s'entend sur ça? Oui. Vous savez, c'est intéressant parce qu'en 2010, j'aurais dit que la ligne rouge à ne pas franchir pour Pyongyang, ça aurait été une attaque sur des civils en Corée du Sud. Or, en 2010, en novembre, la Corée du Nord, a effectué des tirs d'artillerie directement sur une île, l'île Yongpyong, à l'ouest de la Corée du Sud, et qui a tué 2 civils sud-coréens. Là, l'armée sud-coréenne, évidemment, a répliqué, mais de façon quand même assez limitée. D'ailleurs, elle avait été très critiquée pour cela. Et depuis ce temps-là, la Corée
Corée du Sud, avec la nouvelle présidente Park Geun-hye, parle de répliquer de façon beaucoup plus musclée si jamais il y avait une telle provocation de la part de la Corée du Nord. Alors, parler ici maintenant de lignes rouges, je ne vous dirais pas qu'il y a nécessairement un consensus dans les capitales occidentales ou dans les capitales de l'Asie de l'Est, mais certainement, très certainement, évidemment, utiliser l'arme nucléaire de la part de la Corée du Nord, que ce soit sur la Corée du Sud ou sur quelconque intérêt étranger, serait absolument accompagné et suivi d'une réplique dévastatrice pour le régime de Kim Jong-un. Mm-hmm. Ça, c'est une ligne rouge saillante, là, évidemment, l'utilisation de la bombe Absolument. nucléaire. Mais avant ça même... Tout à fait. Puis c'est aussi une ligne rouge qui est un peu... qui est un peu dur à imaginer. Là. Je veux dire, il y a un certain tabou, il y a une certaine tradition de non-utilisation d'armes nucléaires. Et puis, je veux dire, Thomas Schelling, dans son acceptation de prix Nobel de l'économie, avait dit le plus grand événement du 20e siècle, ça a été un non-événement. On croyait qu'on allait avoir une guerre nucléaire, on croyait en voir des échanges et on n'en a pas vu du tout. Donc, à mon avis, cette ligne rouge-là, oui, elle existe, mais c'est probablement pas celle duquel on devrait avoir peur, à mon avis. À mon avis, comme M. Hardy disait qu'il n'y avait pas vraiment de ligne rouge, je suis d'accord, mais en fait, on parle souvent d'un accident. Quand on regarde un risque d'accident, comme là, on a vu, il y a deux autres lancers de missiles qui ont eu lieu dans les dernières semaines. Ces trucs-là, c'est tout mathématique, c'est bien fait, c'est informatisé, mais il reste toujours un problème d'erreur sur la cible. Donc, un missile comme ça qui peut être programmé pour passer par-dessus le Japon et puis finir dans une mer quelconque, dans le Pacifique, par exemple, pourrait finir sur une ville. Par erreur. C'est beaucoup mieux que c'était là, durant la guerre froide, là, où on avait une chance, presque une chance sur deux sur certains types de missiles de manquer une cible d'environ une centaine de kilomètres. Mm-hmm. Mais reste que ce genre d'erreurs-là sont possibles. Et à mon avis, ça serait... Parce que là, en ce moment, la dissuasion fonctionne des deux côtés. Oui, je suis d'accord, on a une rhétorique on va être beaucoup plus musclé si jamais il y a un problème. Le fait est qu'on est un peu dans l'incertitude sur la capacité nucléaire de la Corée du Nord, ce qui fait que les possibles répliques vont être accompagnées de restreintes. Et puis on l'a vu, et puis ça continue. Le problème avec un accident, c'est que ça part par la petite porte en arrière. Et puis là, la réponse va devoir être immédiate. Et puis, ben là, on a une chance d'escalation. Fait que là, on n'est pas dans le calcul, on est vraiment là, dans la contingence, dans des risques non désirés. Tout à fait. Benoît, dernière question. Si la Chine retire progressivement ses billes, on a compris que la Chine n'est pas en train de lâcher, mais bon, est exaspérée, sur qui peut se rabattre Pyongyang? Bien, vous savez, depuis déjà quelques années, la Corée du Nord tente de diversifier un peu son commerce international, tente de diversifier ses appuis. On l'a vu très clairement, donc depuis son troisième essai nucléaire qui était en 2013. La Corée du Nord sent que la Chine, donc, est un petit peu hésite à son endroit. Alors, on a vu un certain rapprochement avec la Russie, ce qui est assez surprenant. Depuis environ 2-3 ans, il y a eu plusieurs ententes commerciales qui ont été signées avec la Russie. La Russie elle-même qui, avec les sanctions occidentales, donc, se tourne un peu vers l'Asie de l'Est. Et donc, il y a eu plusieurs visites de haut niveau de la part de politiciens russes en Corée du Nord et vice-versa. Et donc, on voit un réel effort ici de la part de la Corée du Nord pour diversifier ses appuis. Cependant, ça n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, toujours 80%, peut-être jusqu'à 90% du commerce de la Corée du Nord se fait avec la Chine. Alors, on voit que ces efforts ne sont pas encore aboutis, mais qu'il y a une réelle prise de conscience à Pyongyang que la Chine n'est pas suffisante et qu'on se doit de regarder à l'étranger pour des appuis. Bien. Toujours une question fascinante à aborder. Jean-François Bélanger, Benoît Hardy-Chartrand à Waterloo, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir, je vous en prie.